Bonjour. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de participer à notre grand quiz Questions d'experts sur les problèmes liés à l'amiante. Une cinquantaine de professionnels du BTP vont s'affronter et tenter de répondre à toutes nos questions. Des spécialistes seront là pour les informer et les conseiller. Et vous, connaissez-vous tous les risques liés à l'amiante? Pour tester vos connaissances, jouez avec nous à Questions d'experts. Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Seriez-vous un bon expert en amiante? C'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. Vous êtes tous des experts du bâtiment. Vous devez donc en savoir un maximum sur l'amiante. On va tester ensemble vos connaissances. Tout le monde a l'air très en forme, ça va bien? Vous êtes joueurs? Vous connaissez tout sur l'amiante? Ça va, ça commence bien. Donc effectivement, l'amiante, vous le savez, c'est interdit depuis 1997. C'est responsable de nombreuses maladies, des maladies très graves. C'est donc important pour vous, professionnels du bâtiment, d'en savoir le maximum avant de travailler autour. Alors pour m'accompagner tout au long de cette émission, durant laquelle on va apprendre également beaucoup, eh bien à mes côtés, Michel Chevalet. Comment va se dérouler le jeu? C'est simple, il y aura 3 manches pour lesquelles 4 joueurs seront désignés à l'issue d'une question de sélection. Ce sera une question de rapidité. À chaque fois, 4 joueurs, un gagnant ressortira. Donc nous aurons 3 gagnants à la fin, des gagnants qui remporteront déjà une formation à l'amiante et qui pourront participer à la demi-finale. À l'issue de cette demi-finale, eh bien, le meilleur d'entre eux sera le participant pour la finale qui lui permettra de gagner jusqu'à 4 formations sur l'amiante. Alors juste avant de commencer, je vous propose un petit reportage sur l'amiante et surtout l'occasion de découvrir les 3 autres experts qui vont nous accompagner. Aujourd'hui interdit en France, l'amiante a été massivement utilisée pendant plus d'un siècle dans de nombreux produits industriels ou domestiques pour ses performances techniques remarquables associées à un faible coût. Dans le BTP, des millions de mètres carrés de matériaux amiantés sont encore en place dans les bâtiments publics ou chez les particuliers. Conduite ou canalisation en amiante ciment, porte-coupe-feu, peinture, revêtement de sol, faux plafond, colle, mortier, enduit et joint, calorifugage et flocage ou plaques ondulées représentent autant de dangers de contamination pour les ouvriers amenés à intervenir dessus. En effet, des expositions courtes et répétées à l'amiante peuvent provoquer de graves maladies. Pour nous éclairer sur le sujet, 3 experts interviendront au cours de l'émission. Pour les questions de santé, le professeur Jacques Ameille, responsable de la consultation de pathologie professionnelle à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, APHP. Pour les questions techniques, François Séantier, expert amiante dans le BTP. Et enfin, pour le contexte réglementaire, Anita Romero-Ario, spécialiste amiante à l'Institut national de recherche et de sécurité. Il est temps de savoir si vous êtes un bon expert. Allez, je vois que vous avez hâte de jouer. Alors on va commencer tout de suite avec la première série de questions qui a pour thème les risques pour la santé. Pour cette question de sélection, je vous rappelle que vous avez 10 secondes pour participer. Vous attendiez bien mon top avant de répondre. Voici les 5 propositions. A. Uniquement du BTP. B. Formé de tout secteur. C. Formé périodiquement. D. Sensibilisé. E. De moins de 18 ans. Voici maintenant la question. Attention, il me faut 2 réponses. L'entretien et la maintenance de matériaux contenant de l'amiante peuvent être faits par des travailleurs. Top, c'est à vous, 10 secondes. L'entretien et la maintenance de matériaux contenant de l'amiante peuvent être faits par des travailleurs. Il vous reste 2 secondes. Et on va tout de suite avoir la réponse avec vous, Michel Chevalet. Alors, première réponse, c'est B, formé de tout secteur. Deuxième réponse, c'est C, formé périodiquement. Alors, petite explication, les interventions sur l'amiante nécessitent forcément une formation spécialisée. Et bien entendu, ce sont les gens du bâtiment qui sont les premiers concernés. Alors, quels ont été les 4 plus rapides parmi vous? Les 4 sélectionnés, on commence, c'est le boîtier numéro 31. Le boîtier numéro 26. Le boîtier numéro 3. Et enfin, le boîtier numéro 6. Félicitations à tous les 4. Alors, on va commencer. On commence avec vous,
Bonjour, Angelo. J'ai une entreprise. Angelo. Et vous faites? J'ai une entreprise de maçonnerie. On va voir qui est votre voisin. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis artisan maçon à Beau dans le 28. Vous êtes? Artisan maçon. Bonne chance à vous. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, Vincent, chef d'entreprise dans le domaine de la protection incendie. Ça va, vous maîtrisez l'amiante? Oh, on essaie, on y est de temps en temps confronté. Ben, on va voir ça. Voilà. Merci. Et notre dernier candidat? Bonjour, je m'appelle Jacques, dans le domaine de la prévention des risques, notamment amiante. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. On va commencer. Alors, ce sont des questions à choix multiples. Je vous rappelle le thème, les risques pour la santé. Vous avez 7 secondes par question. On y va. Voici la première question. Dans le BTP, quel métier génère le plus de maladies liées à l'amiante? Réponse A, plombier tuyauteur. Réponse B, canalisateur. C, maçon. D, peintre. Top chrono. Dans le BTP, quel métier génère le plus de maladies liées à l'amiante? Michel, quelle était la bonne réponse? Là, c'est la réponse A, plombier tuyauteur. Les plombiers tuyauteurs, bien sûr, sont les plus touchés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également les électriciens, les maçons et, tenez-vous bien, les peintres. Alors, on va voir tout de suite si nos 4 candidats ont bien joué. Je sens là qu'il y a un doute déjà. Ah bah non. Jacques, Vincent, Philippe, Angelo, tous bien répondus, ça commence bien, bravo à vous. C'était une question à 1 point, donc vous avez tous gagné 1 point. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième question. Quel organe est principalement touché par l'amiante? Réponse A, le poumon. B, la peau. C, l'œil. D, la gorge. Top chrono, 7 secondes. C'est une question à 2 points. Quel organe est principalement touché par l'amiante? Et la réponse? Réponse A, le poumon. C'était donc le poumon. On a quelques précisions du professeur Jacques Ameil. Regardez. Les fibres d'amiante présentes dans l'atmosphère sur les lieux de travail sont inhalées par les ouvriers et de ce fait, elles vont pénétrer dans le poumon plus ou moins profondément en fonction de leur taille. Et à partir du poumon, elles peuvent également migrer vers l'enveloppe qui se trouve autour du poumon et qu'on appelle la plèvre. Donc les 2 organes principalement touchés sont le poumon et la plèvre. Alors on va voir qui a bien répondu. Philippe, ça n'est pas allé pour cette question. Bah, pourtant, j'ai voulu appuyer sur le 1 et j'ai dû m'égarer. Ah, évidemment, c'est de la faute du boîtier. C'était une question à 2 points. On va voir les scores. Ça va, Philippe, vous avez que 2 points à rattraper sur vos adversaires. 3e question. Quelle maladie n'est pas liée à l'amiante? Réponse A, la silicose. Réponse B, le mésothélium de la plèvre. C, l'asbestose. D, le cancer bronchopulmonaire. Top chrono, 7 secondes. Quelle maladie n'est pas liée à l'amiante? De ces 4 maladies, Michel? Réponse A, bien évidemment, puisque la silicose est due à la silice. Et vous vous en souvenez, malheureusement, c'était la maladie professionnelle de tous les mineurs. Alors, est-ce que nos 4 candidats ont répondu juste? Oh là là, non. Vincent, faux, mais vous n'êtes pas le seul. Philippe, Angelo. Jacques se détache avec cette question à 3 points. Bravo. Une 4e question, une question à 4 points. Écoutez, en moyenne, combien de temps après l'exposition à l'amiante les cancers peuvent-ils se développer? Réponse A, 6 mois. B, de 1 à 5 ans. C, de 5 à 10 ans. Et enfin D, de 10 à 40 ans. Top chrono. En moyenne, combien de temps après l'exposition à l'amiante les cancers peuvent-ils se développer? Michel? Eh bien, c'est la réponse D, de 10 à 40 ans. Et on va écouter tout de suite les précisions du professeur Jacques Ameil. Le temps écoulé entre le début de l'exposition et l'apparition de la maladie, ce qu'on appelle le temps de latence, est toujours très long pour les pathologies de l'amiante. Pour le cancer du poumon, il est en moyenne de l'ordre de 20 à 25 ans. Et pour les cancers de la plèvre, qu'on appelle les mésothéliomes, ce temps de latence est encore plus important. Il est de l'ordre de 35 à 40 ans en moyenne.
Est-ce que vous en êtes bien sortis? Jacques l'emporte largement. Félicitations Jacques, bravo. Vous êtes sélectionné pour la demi-finale. Vous avez déjà remporté une formation sur l'amiante. Merci. Bravo à vous. Et on va pouvoir attaquer la deuxième série de questions, c'est sur les techniques d'intervention. On commence avec la question de sélection qui va permettre de voir quels sont les 4 candidats qui vont jouer. Je vous rappelle qu'il y a 5 propositions, 2 réponses possibles. Les propositions sont A, les genouillères, B, la protection respiratoire, C, le harnais, D, la combinaison à usage unique et E, le casque anti-bruit. 2 de ces équipements de protection individuelle sont spécifiques aux opérations sur matériaux amiantés. Lesquels? Top chrono, vous avez 10 secondes. 2 de ces équipements de protection individuelle sont spécifiques aux opérations sur matériaux amiantés. Lesquels? La réponse, Michel, les réponses. Les réponses, 2 réponses. B, la protection respiratoire. Et D, la combinaison à usage unique. À la petite précision, bien sûr, la genouillère, le casque, les lunettes, les chaussures de sécurité sont indispensables dans certaines interventions. Mais ces 2 EPI sont bien spécifiques à l'amiante. Quels sont les joueurs qui ont été les plus rapides? Eh bien, c'est d'abord le boîtier numéro 30. Le boîtier numéro 40. Le boîtier numéro 1. Et enfin, le boîtier numéro 12. Nous jouons donc avec Paul, Thierry, Vanessa, Philippe. Ça va bien? Très bien. Merci. Paul, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie? J'ai une entreprise de bâtiment. Bonne chance à vous pour ce jeu. Merci. Thierry, bonjour. Bonjour. J'ai une entreprise d'étanchéité. Je suis en train de refaire la voûte du CNIT. Écoutez. Vanessa. Oui, bonjour. Je suis responsable qualité, sécurité, environnement dans une entreprise générale du BTP dans le 92, une PME. Vous êtes la première femme dans ce jeu sur l'amiante. C'est tout cœur avec vous. Et bonjour Philippe. Bonjour, je dirige une entreprise de travaux publics en Ile-de-France. Ben, écoutez, bonne chance. Alors on va commencer. Je vous rappelle que cette série porte sur les techniques d'intervention. Vous êtes prêts? On démarre avec la première question, une question à 1 point. Parmi ces interventions, laquelle ne présente pas de danger lié à l'amiante? A. Pose luminaire en maison neuve. B. Piquage de canalisation en amiante-ciment. C. Changement joint de chaudière. Et D. Percement d'une dalle de sol. C'est parti, vous avez 7 secondes, top chrono. Parmi ces interventions, laquelle ne présente pas de danger lié à l'amiante? La bonne réponse, Michel? La bonne réponse, c'était un petit piège. La bonne réponse, bien entendu, c'est A, la pose d'un luminaire en maison neuve. Pourquoi? C'est évident, puisque l'amiante est interdit en France dans les constructions depuis 10 ans. Quand vous avez affaire à un pavillon, une maison neuve, il ne doit pas y avoir d'amiante. Alors, est-ce que vous êtes tombé dans le piège, oui ou non? On va voir ça tout de suite. Non, tout le monde a bien répondu, bravo à vous. 1 point pour tout le monde. Deuxième question, c'est une question à 2 points. Avant intervention dans un local ou une pièce occupée, que doit-on faire? A. Créer un courant d'air. B. Faire surveiller par le client. C. Signaler, isoler, confiner la zone de travail. Ou D. Évacuer tout l'immeuble. Top chrono, 7 secondes. Avant intervention dans un local ou une pièce occupée, que doit-on faire? Michel? La bonne réponse, c'est C. Signaler, isoler et confiner. Et c'est notre expert François Séantier qui nous en dit plus. La première préoccupation lorsque vous intervenez dans ce type de local, c'est de protéger les gens qui vivent ou travaillent à proximité, et vous-même bien évidemment. Et pour ce faire, il faut isoler la zone ou la confiner. Alors, est-ce que c'était encore trop facile pour vous? On va voir ça. Eh, pas pour tout le monde. Vanessa, Paul? Non, c'est pas de la faute du boîtier. Combien de points pour chacun?
3 points pour Philippe et Thierry. Vanessa et Paul, vous avez 1 point, mais vous avez encore toutes les chances de vous rattraper puisqu'on joue pour la 3e question, qui est donc une question à 3 points. Les équipements de protection individuelle des voies respiratoires sont A. Tous de protection identique. B. Commun à tous les matériaux. C. Fonction de l'empoussièrement. Ou D. Tous en ventilation assistée. Top chrono. Et la bonne réponse? Et la bonne réponse, c'est C. Fonction de l'empoussièrement. Bien évidemment, il faut déterminer le niveau d'empoussièrement. En fonction de ça, on va choisir les appareils de protection respiratoire adéquats, évident. Est-ce que c'est si évident pour tout le monde? On voit ça tout de suite. Bravo Vanessa! C'est bien, on va voir tout de suite les points. Vanessa, je pense que là... Et voilà, Vanessa passe en tête. 4 points pour Vanessa. Paul, vous pouvez encore y arriver. C'est le boîtier. 4e question. 4e question. Question à 4 points, tout est encore possible. Pour intervenir en toute sécurité sur des matériaux amiantés, que faut-il faire? A. Limiter l'intervention à 1/4 d'heure. B. Humidifier les matériaux. C. Découper à la disqueuse. D. Aérer la pièce. Attention, 7 secondes, top chrono. Pour intervenir en toute sécurité sur des matériaux amiantés, que faut-il faire? Et la bonne réponse était... Eh bien, la bonne réponse, c'est B. Humidifier les matériaux. Et François Séantier, tout de suite, nous en dit plus, c'est notre expert. Alors, les principales règles pour lutter contre la dispersion des fibres d'amiante sont l'humidification du matériau pour éviter la dispersion de ces fibres et également à pratiquer l'aspiration à la source avec un aspirateur équipé d'un filtre THE très haute efficacité. Alors, qui a bien répondu? On va voir ça tout de suite. Et c'est Vanessa qui remporte la manche. Bravo. Félicitations Vanessa, merci en tout cas, parce que je suis bien contente. On aura donc une femme en demi-finale. Merci à vous. On enchaîne tout de suite avec la 3e manche qui porte sur les exigences réglementaires. Et on démarre cette 3e manche d'abord avec la question de sélection. Donc vous attendez bien mon top avant de répondre. 5 propositions. A. Le plâtre. B. Ceux contenant de l'amiante. C. Les parpaings. D. Le plomb. E. L'enduit. Et voici la question. 2 de ces matériaux font l'objet d'une exigence de formation préalable à toute intervention. Lesquels? Vous avez 10 secondes. Top chrono. 2 de ces matériaux font l'objet d'une exigence de formation préalable à toute intervention. Lesquels? Je vous rappelle qu'il y a 2 réponses. Et les 2 bonnes réponses étaient, Michel? Les 2 bonnes réponses sont B, ceux contenant de l'amiante, et D, le plomb. Car ces amiante et plomb présentent des risques chimiques. Et bien évidemment, une formation obligatoire permet, disons, de travailler en toute sécurité. Alors, on va voir tout de suite quels ont été les boîtiers les plus rapides. C'est d'abord le boîtier numéro 44. Le boîtier numéro 37. Le numéro 15. Et le numéro 19. Alors, nous jouons cette 3e manche avec Cédric, Baptiste, Xavier, Marlène. Bonjour à tous les 4, félicitations. Bonjour. Bonjour Cédric, vous faites quoi dans la vie? Et je travaille dans un bureau de contrôle en bâtiment, donc dans la branche diagnostic immobilier. Je vous souhaite bonne chance pour cette manche. Baptiste, votre métier? Je suis co-gérant dans une société de travaux sur corde à Arcueil. Bonne chance. À côté de vous, Xavier? Bonjour, entreprise de désamiantage en Seine-et-Marne. Oula, donc là on a le grand spécialiste. On vient de vous mettre la pression, hein? Oui. Et enfin Marlène, bonjour. Oui, bonjour, je travaille dans une direction immobilière sur Paris. Félicitations et bonne chance.
Alors, on va commencer tout de suite cette troisième manche. Je vous rappelle que les questions portent sur les exigences réglementaires. Et on commence avec la première question. C'est une question à 1 point. Les matériaux contenant de l'amiante sont interdits en France depuis A. 1960, B. 1997, C. 2007, D. Toujours. Top chrono, 7 secondes. Les matériaux contenant de l'amiante sont interdits en France depuis, Michel? La bonne réponse, c'est B, 1997. L'amiante est en effet interdite depuis le 1er juillet 1997 pour la France et depuis janvier 2005 pour l'ensemble des 27 pays de la Communauté européenne. Bon, là, normalement, vous avez tous bon, on est d'accord? On vérifie? Tout le monde a bon pour cette première question, bravo. On passe à la deuxième question, c'est une question à 2 points. Combien de jours dure la formation obligatoire pour les opérateurs en entretien-maintenance? Réponse A, 1 jour. B, 2 jours. C, 3 jours. D, 5 jours. Top chrono. Combien de jours dure la formation obligatoire pour les opérateurs en entretien-maintenance? La bonne réponse, c'est B, 2 jours. Et on va retrouver tout de suite notre experte, Anita Romero-Ario, qui nous en dit plus. Donc avant toute première intervention sur des matériaux contenant de l'amiante, une formation est obligatoire. Cette formation est d'une durée de 5 jours pour les personnels d'encadrement et d'une durée de 2 jours pour les opérateurs. La formation doit porter sur des aspects pratiques et sur des aspects théoriques. Alors là, j'ai senti un peu plus de doute quand même. Alors on va voir tout de suite qui a bien répondu. Seulement une bonne réponse, Xavier, évidemment. Bravo à vous. Cédric, c'est le boîtier. Non, c'est moi, j'assume. Oui. J'assume complètement. Vous avez répondu trop tôt ou trop tard. C'est Donc vrai. vous attendez bien que je lance le top. Je vais faire attention la prochaine fois. Eh bien, on va essayer tout de suite avec la troisième question. C'est une question à 3 points. Sur un chantier amianté, l'employeur décide de la durée du port des EPI sur avis de A. La médecine du travail, B. Le fabricant des EPI, C. L'inspecteur du travail, D. Le chef de chantier. 7 secondes, top chrono. Sur un chantier amianté, l'employeur décide de la durée du port des EPI sur avis de... Bien évidemment, la réponse est A, de la médecine du travail. À noter que le médecin délivre également une attestation qui indique les contre-indications médicales pour effectuer des travaux exposant à l'amiante. Et il donne aussi un avis sur le choix des protections respiratoires. Cédric, c'est bon cette fois, vous croyez? Non, c'est pas bon. Aïe. On vérifie qui a bien répondu. Tout le monde sauf vous, Cédric. Bah oui, vous l'avez dit, je vous l'avais dit. J'assume. On va voir tout de suite les scores. 4 points pour Marlène et Baptiste, 6 points pour Xavier, 1 point pour Cédric. Je vais me rattraper la prochaine. Une question à 4 points. À partir de quel document l'évaluation des risques s'effectue-t-elle? Réponse A, les plans du cadastre. Réponse B, le contrat de vente. C, le rapport de repérage. D, la déclaration du propriétaire. C'est parti, top chrono. À partir de quel document l'évaluation des risques s'effectue-t-elle? Et la bonne réponse, Il y a eu Michel. des sourires. Eh bien, la bonne réponse, c'est C, le rapport de repérage. À voir le public, ça avait l'air évident. On va d'abord regarder les précisions d'Anita Romero-Ario. L'évaluation des risques s'effectue à partir du document de repérage qui est intégré au dossier technique amiante. Si l'on intervient sur des terrains amiantifères, on utilisera les cartographies du BRGM, le Bureau de recherche géologique minier. Alors, qui a bien répondu à cette question? Tout le monde est le gagnant, c'est Xavier. Bravo à vous. Xavier, vous êtes donc demi-finaliste. Vous avez déjà gagné une formation sur l'amiante. On va vous retrouver dans un instant avec les 2 autres demi-finalistes pour la deuxième manche sur des questions vraies ou faux. Félicitations, en tout cas merci à tous les 4.
Et tout de suite, la demi-finale. Nos 3 demi-finalistes sont prêts sur les starting blocks. On va commencer avec vous, Jacques. Je vais vous poser une série de questions sur les risques pour la santé. Vous aurez 60 secondes pour y répondre. À chaque fois, il faudra me dire vrai ou faux. Si la réponse est juste, vous entendez cela. En revanche, si c'est faux, c'est bon ? Ça marche. Vous attendez bien la fin de ma question avant de répondre. D'accord. Vous êtes prêts ? C'est votre demi-finale. On commence. Le mot amiante est du genre masculin, vrai ou faux ? Faux. Faux, on dit bien l'amiante est nocif. On reprend top chrono. L'amiante est issue d'une roche naturelle, vrai ou faux ? Vrai. La moitié des logements français contient de l'amiante, vrai ou faux ? Vrai. Petite précision, hein, selon la direction de l'urbanisme, 50% des 30 millions de logements français contiennent de l'amiante. Donc il est fondamental d'être extrêmement vigilant quand on intervient sur des travaux de réparation, de maintenance dans un logement ancien. Allez, on reprend. Top chrono. L'amiante est la première cause de maladie professionnelle en France, vrai ou faux ? Vrai. Et c'était faux. Et on a tout de suite les précisions du professeur Jacques Ameil. La principale cause de maladie professionnelle en France est représentée par ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Ce sont par exemple des affections tendineuses de l'épaule, du coude, du poignet. Les maladies liées à l'amiante sont la deuxième cause de maladie professionnelle. Et les cancers liés à l'amiante sont la première cause de cancer professionnel dans notre pays. On enchaîne, top chrono. Un travailleur intervenant sur matériaux amiantés peut contaminer sa famille par sa tenue de travail, vrai ou faux ? Vrai. Juste. Le dépistage d'une maladie liée à l'amiante se fait par un test sanguin, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Et on a des explications du professeur Jacques Ameil. Il n'y a pas d'examen sanguin utilisable pour ce dépistage. Le dépistage repose essentiellement sur les examens radiologiques. Top chrono. L'exposition cumulée à l'amiante et au tabac multiplie le risque de cancer du poumon. Vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Commentée par le professeur Jacques Ameil. Alors, l'exposition à l'amiante seule suffit à augmenter le risque de cancer du poumon, mais quand il y a un tabagisme associé à l'exposition à l'amiante, le tabac et l'amiante agissent de façon synergique et il y a effectivement un effet multiplicatif pour l'apparition du cancer du poumon. Jacques, il vous reste 26 secondes. Top chrono. L'amiante ciment est dangereux, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Les interventions sur matériaux compacts comme les dalles de sol sont sans danger, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Pour faire reconnaître sa maladie professionnelle, un travailleur du BTP doit s'adresser à son employeur, vrai ou faux ? Vrai. Non. Mauvaise réponse, désolé. Voilà, mais il doit s'adresser d'abord à son médecin et ensuite la déclaration auprès de la caisse d'assurance maladie. On poursuit. Top chrono. Le mésothélium est une maladie à déclaration obligatoire, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Les précisions du professeur Jacques Ameil. Depuis le mois de janvier 2012, effectivement, le mésothéliome est devenu une maladie à déclaration obligatoire. L'objectif n'est pas du tout de se substituer à la déclaration de maladie professionnelle. Elle a pour objectif d'améliorer les connaissances épidémiologiques. Jacques, il ne reste malheureusement que 4 secondes. Je n'ai pas le temps de vous poser la dernière question. Vous avez donc 8 points. C'est déjà pas mal. Bravo, on peut le féliciter. Et on va retrouver tout de suite le professeur Jacques Ameil pour une conclusion sur les risques pour la santé. Toutes les maladies liées à l'amiante ont 2 caractéristiques communes. La première caractéristique, c'est un temps de latence très long, c'est-à-dire que la maladie n'apparaît que très tardivement par rapport au début de l'exposition. Cela a des conséquences en termes de surveillance médicale. Il est inutile de multiplier les examens radiologiques pendant les premières années qui suivent le début de l'exposition. Mais par contre, la surveillance médicale doit être prolongée, même après le départ en retraite. La deuxième caractéristique commune des maladies liées à l'amiante est l'existence d'une relation dose-effet. C'est-à-dire que le risque d'apparition de la maladie est d'autant plus important que l'exposition aura été intense et prolongée. Et dans ce domaine, la formation est absolument essentielle. Formation des salariés, formation également des employeurs. Il faut que chacun ait bien conscience des risques liés à l'exposition à l'amiante de façon à se protéger au maximum. Le médecin du travail, qui est le conseiller des employeurs et des salariés, a un rôle très important à jouer
dans le domaine de la prévention et de l'information. Il a également un rôle important dans le domaine de la surveillance médicale, puisque c'est lui qui est le mieux à même de définir les modalités optimales de surveillance en fonction de l'évaluation des risques. En conclusion, le message essentiel, c'est pas former, pas toucher. Pas former, pas toucher. Jacques, vous avez 8 points. C'est maintenant au tour de Vanessa. Ça va, Vanessa? Ça va, merci. Vous vous sentez bien? Oui, ça va, on verra après. Vous me rappelez votre métier? Responsable qualité, sécurité, environnement dans une entreprise générale de bâtiment. Donc, c'est pas tout à fait... On fait appel plutôt aux des amianteurs. Alors, votre demi-finale porte sur les techniques d'intervention. Oui. Vous vous souvenez, vous avez 60 secondes. Je vous remontre. La bonne réponse, vous entendez ça. Et quand il y a une mauvaise réponse, c'est ça. Vous êtes prête? C'est votre demi-finale, 60 secondes. C'est parti. L'amiante a été utilisé pour sa résistance à la chaleur, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Les fibres d'amiante respirables sont visibles à l'œil nu, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Il existe une VLEP, valeur limite d'exposition professionnelle, spécifique à l'amiante, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse, très juste. Et on va avoir tout de suite des précisions de notre expert François Séantier. Il existe une valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante. Aujourd'hui, cette valeur est de 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, mesurée en microscopie optique à contraste de phase, MOCP. C'est bien parti, Vanessa. On continue. Top chrono. Dans certaines régions, l'amiante est présent naturellement dans le sol, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Comme par exemple, savez-vous, en Corse et dans les régions volcaniques, les zones volcaniques. Top chrono. Le rabotage d'enrobé peut libérer des fibres d'amiante, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Pour poser un manchon sur une canalisation externe, il faut utiliser une tronçonneuse, vrai ou faux? Faux. Très juste. Les précisions de François Séantier. Les outils à rotation rapide, électrique ou pneumatique, ne doivent pas être utilisés car ils génèrent un empoussièrement, une émission de fibres d'amiante importante. Top chrono. Avant intervention, le chef d'entreprise est tenu de procéder lui-même à un repérage amiante, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Le meilleur moyen de connaître la présence d'amiante est de demander le dossier technique amiante au propriétaire, vrai ou faux? Vrai. Très juste. Il faut systématiquement demander le dossier technique d'amiante, le fameux DTA, au propriétaire, bien entendu, avant d'intervenir. Et si besoin, lui demander un repérage supplémentaire approprié sur la zone de travaux. Vanessa, il vous reste 9 secondes. Top chrono. Dans un bâtiment, le tout premier geste à faire après intervention sur matériaux amiantés est d'aspirer la zone, vrai ou faux? Vrai. Très juste. On écoute François Séantier. Après l'intervention, vous devez réaliser une aspiration générale du local avec un aspirateur toujours équipé d'un filtre à très haute efficacité. Et surtout, vous ne devez pas utiliser de balai qui aurait pour conséquence de mettre en suspension les fibres d'amiante dans l'atmosphère. Vanessa, top chrono. La gestion des déchets amiantés fait l'objet d'un bordereau spécifique et c'est trop tard. Bravo Vanessa, vous avez 9 points. Et on va retrouver tout de suite François Séantier pour une conclusion sur les techniques d'intervention. L'amiante concerne toutes les opérations du bâtiment et des travaux publics, réhabilitation, entretien, maintenance, et pas uniquement les opérations de retrait et d'encapsulage. Et cela ne s'improvise pas. Il faut obligatoirement donc être formé, et ce, quel que soit son niveau, opérateur, encadrement de chantier, encadrement technique. Autrement dit, pas formé, pas touché. Vanessa, pour cette demi-finale, pour l'instant, c'est vous qui menez. Vous avez 9 points. Jacques, vous avez 8 points. Nous allons entamer la troisième partie de cette demi-finale. Xavier, vous êtes un expert? On va voir. Alors, les questions portent sur la réglementation. Donc 60 secondes, comme tout le monde. Si la réponse est bonne, vous entendez ça. Si la réponse est mauvaise, c'est ce bruit. Vous attendez bien la fin de ma question. Vous êtes prêts? Xavier, votre demi-finale, top chrono. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent être affectés à des travaux sur amiante, vrai ou faux? Faux. C'est juste. Une intervention d'entretien-maintenance sur matériaux amiantés exige une certification de l'entreprise, vrai ou faux? Faux. Tout à fait. Et une formation suffit. Top chrono. Les salariés intervenant sur amiante font l'objet d'une surveillance médicale renforcée, vrai ou faux? Vrai. Juste. Et on va avoir les précisions d'Anita Romero-Ario.
Les salariés font l'objet d'un suivi médical renforcé. Après chaque intervention, l'employeur doit renseigner la fiche d'exposition et la transmettre au médecin du travail. On poursuit top chrono. Un travailleur formé selon l'arrêté de 2005 doit suivre une formation de mise à niveau, vrai ou faux? Vrai. Très juste. Une formation conforme aux exigences de l'arrêté de février 2012 n'a pas de limite de validité, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Bonne réponse. Mais une formation de recyclage d'une journée est nécessaire tous les 3 ans. On poursuit top chrono. Le non-respect de l'obligation de formation entraîne une amende de 3 750 € par chantier, vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Faux. C'est 3 750 €, oui, mais attention, par salarié de l'entreprise intervenant sur MCA et n'ayant pas suivi la formation. Xavier, vous avez 5 points, il vous reste 13 secondes. Top chrono. Il est obligatoire de rédiger un mode opératoire d'intervention d'entretien maintenance sur amiante, vrai ou faux? Vrai. Juste. Et on retrouve notre expert pour quelques précisions. Le mode opératoire d'intervention doit contenir le type et les quantités d'amiante manipulées, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés par les salariés. Ce document doit être transmis au médecin du travail pour avis, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, et il est transmis ensuite à l'inspection du travail. Allez, on continue. Top chrono. Le chef d'entreprise doit consigner les expositions de chaque salarié dans la fiche d'exposition, vrai ou faux? Juste. C'est fini. Les 60 secondes sont passées. Bravo Xavier. Xavier, vous avez 7 points. Jacques, 8 points. Et c'est Vanessa qui l'emporte avec 9 points. Bravo Vanessa. Je vous rappelle à tous les 3 que vous avez déjà remporté une formation sur l'amiante. Et c'est maintenant Vanessa qui va concourir en finale pour remporter jusqu'à 3 formations. Mais avant, je voudrais qu'on termine sur la réglementation avec cette conclusion de notre expert Anita Romero-Ario. Les dispositions générales en matière de prévention des risques liés à l'amiante prévues par le Code du travail s'appliquent à toutes les activités sur matériaux amiantés, y compris les activités d'entretien et de maintenance sur les matériaux amiantés. Afin de vous protéger et de protéger vos proches, vous devez connaître les règles applicables en matière de prévention. En conclusion, pas formé, pas touché. Allez, on enchaîne et on retrouve Vanessa tout de suite pour la finale. Mesdames et messieurs, c'est maintenant la finale de Vanessa. Alors n'hésitez pas, encouragez-la. Venez Vanessa, c'est à vous. Prenez place derrière la table. Cette finale va pour thème l'intervention d'entretien-maintenance sur l'amiante. Vous avez 90 secondes. Vous allez avoir un tableau. Regardez la colonne de gauche sur laquelle on vous met les étapes. Vous avez 8 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, étape 7 et enfin étape 8. Cette colonne, vous n'y touchez pas. Sur l'autre colonne, vous allez avoir 8 propositions. À vous de mettre la bonne proposition face à la bonne étape, dans le bon ordre. Je rappelle que vous avez 90 secondes. Si vous avez 3 bonnes réponses, vous remportez une formation sur l'amiante. Pour 5 bonnes réponses, vous remportez 2 formations. Et à 8 bonnes réponses, vous remportez 3 formations. Vous êtes prête? Oui. 90 secondes, c'est parti, c'est à vous. Première proposition, évaluation des risques. Allez-y, piochez, mettez-la où vous voulez. Mettez-la n'importe où, même si vous hésitez. Commencez par le mettre. Voilà. Deuxième proposition, inspection commune préalable. Allez-y, ne traînez pas. Vous aurez encore du temps après pour changer. Oui. Travaux préparatoires. Pioche. Choix des techniques d'intervention. Pioche. Gestion des déchets. Pioche. Intervention. Pioche. Rédaction des fiches d'exposition. Pioche. Et restitution des locaux. Allez-y, il vous reste 43 secondes. Prenez votre temps. Vous les remettez tranquillement dans le bon ordre. D'accord.
Donc restitution des locaux, ça c'est à la fin. Gestion des déchets, c'est avant. Inspection commune, c'est en premier. Vous avez près de 30 secondes. Évaluation des risques, travaux préparatoires, choix d'intervention, je note là. Rédaction des fiches d'exposition, c'est avant. Il ne reste plus que 7 secondes, Vanessa. Préparatoire là. Encore 3 secondes, 2, 1, c'est terminé. Voilà les 8 étapes. Est-ce qu'elles ont été bien remises dans l'ordre? On va vérifier tout de suite la correction avec Michel Chevalet. Alors, étape 1, donc c'est effectivement, on commence par une inspection commune préalable, évidemment. Bravo. Étape 2. Étape 2, en fonction de l'inspection, on fait un choix des techniques d'intervention. Aïe. Voilà. Et voilà. Étape 3, vous aviez dit... 3, à ce moment-là, ben oui, étape 3, c'est l'évaluation des risques. D'accord. Pour l'instant, il y a juste de l'inspection et des techniques d'intervention. On poursuit. Étape 4. Étape 4, évidemment, on commence les travaux préparatoires, maintenant. Voilà. Et oui. Étape 5. C'est l'intervention proprement dite. Donc évidemment, là, maintenant, ça a décalé. Eh oui. Étape 6. Après l'intervention, il faut bien nettoyer. C'est la gestion des déchets. Eh oui. L'étape 7, on rend les locaux. C'est la restitution des locaux. Aïe, il y en a un décalage, là. Eh oui. Qui va durer. Étape Et puis, 8. c'est la rédaction de la fiche d'exposition. Oh, Vanessa! Bravo quand même. C'est dommage, c'était à peu de choses, Vanessa. Félicitations, merci en tout cas d'avoir participé. Bravo à tous. J'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne continuation. Excellente journée à tous. Vous, les pros du BTP, vous avez pu vérifier vos connaissances. Il faut retenir un point essentiel, l'amiante, c'est dangereux. On l'a vu grâce aux explications de nos experts. Risque pour la santé, pas visible immédiatement, c'est sournois, les effets sont différés. On a identifié les endroits où l'on peut trouver l'amiante, c'est sérieux. La formation avant d'intervenir sur des matériaux amiantés, ce n'est pas seulement une obligation légale, c'est surtout une absolue nécessité. Pas formé, pas touché. On remercie tous les partenaires du BTP qui se sont mobilisés pour ce message. Pas formé, pas touché. Vos partenaires vous accompagnent pour vous faciliter la mise en place des formations. Vous pouvez et vous devez compter sur eux. Contactez-les.